Maintenant pour le Liban, le pays lui aussi subit un déluge de feu de la part d'Israël. À l'est, dans la ville de Nabichit et ses environs, moins 41 personnes ont été tuées, 4 enfants parmi ces victimes, 3 soldats ont aussi perdu la vie. L'armée israélienne dit avoir déployé ses forces spéciales pour tenter de retrouver les restes d'un aviateur capturé en 1986, opération soldée par un échec, mais plutôt par la mort de 41 personnes. On retrouve maintenant notre envoyé spécial à Beyrouth. Bonjour à vous, Yohann Baudin. Merci d'être avec nous. Yohann, vous êtes précisément à proximité de Dahieh, cette banlieue sud de Beyrouth. Vous vous êtes rendu avec l'équipe dans un centre sportif qui accueille les populations de déplacés. C'est une sorte de refuge. Alors oui, vous savez, l'État libanais a des moyens limités depuis la crise économique et la quasi-faillite, avec la perte de 30% du PIB du pays depuis 2019. Alors lors des guerres ici qui frappent ce pays, souvent, l'État libanais a du mal à répondre à la situation d'urgence, et c'est la solidarité confessionnelle qui joue. Les réfugiés du Sud, par exemple, se sont réfugiés dans la banlieue sud qui se trouve à quelques centaines de mètres derrière moi, mais celle-ci a dû être évacuée suite à l'ordre de l'armée israélienne. Elle a été massivement bombardée et des centaines de milliers d'habitants ont fui, créant une catastrophe humanitaire. L'État parle de 200 000 déplacés. Le centre norvégien, lui, pour les réfugiés, parle de 300 000 personnes déplacées. Mais ces chiffres sont largement sous-estimés et la situation évolue très vite. Nombre de réfugiés ont passé 2 nuits dehors dans leur voiture. Ici, les températures sont fraîches la nuit. Alors, pour répondre à cette crise humanitaire qui s'annonce, l'État libanais a décidé de mettre des moyens en œuvre pour répondre à cette situation dramatique. D'autant plus que certaines écoles, par exemple chrétiennes, ne veulent pas accueillir ces réfugiés chiites par crainte d'être visés par des frappes si l'un de ces réfugiés était un membre de la branche militaire du Hezbollah. 400 centres ont ouvert et ce sont des infrastructures sportives qui ont été mises à contribution, comme ici derrière moi, le principal stade de football de Beyrouth. Il s'apprête à partir de demain à accueillir 600 personnes et à terme, 3000 personnes pourraient s'y réfugier. Ce stade, je vous le disais, est à la périphérie de la banlieue sud de Beyrouth et c'est également une base où s'est installée l'armée libanaise à travers tout le pays. Les stades de football vont accueillir les réfugiés. Nous sommes entretenus avec le responsable national de ces infrastructures sportives. Il demande également l'aide de la communauté internationale pour fournir des tentes, de la nourriture et des sanitaires pour les réfugiés qui vont bientôt arriver ici demain. Parce que pour l'heure, si on vous comprend bien, le matériel ou les aides, en tous les cas, sont encore insuffisantes. Ils l'attendent, cette aide humanitaire qui devrait arriver de l'étranger, de la France notamment. C'est ce qu'a prévu et promis le président de la République. Oui, exactement, puisque la situation humanitaire évolue très vite et on craint surtout ici de revivre le scénario catastrophique qui a eu lieu en novembre 2024 où 1 million de Libanais avaient été déplacés. D'autant plus qu'ici, si ce scénario semble se reproduire, il se reproduit de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus intense. La situation, ce matin, est calme à Beyrouth, mais une opération commando, vous l'avez dit, de l'armée israélienne a été particulièrement meurtrière dans la Beka. Une quarantaine de morts après d'intenses bombardements et 2 hélicoptères qui ont déposé des troupes au sol, des commandos qui ont dû replier après avoir s'être affronté avec des combattants du Hezbollah, quarantaine de morts, dont 2 soldats de l'armée libanaise. Et puis, il y a eu à nouveau, il y a quelques instants, cet ordre d'évacuation des populations au sud du fleuve Litani, et notamment dans la périphérie et la ville de Tyr. Et là, cela concerne 200 000 personnes. Donc oui, ici, la situation humanitaire évolue et la crainte de revivre le cauchemar qu'ont vécu les Libanais il y a 1 an et demi inquiète de plus en plus les Libanais. Vous avez évoqué ces refuges, ces abris mis à disposition de la population, Yohann, des stades, des écoles, le complexe à proximité duquel vous vous trouvez. Mais la réalité aujourd'hui au Liban, c'est que les gens ne reçoivent par exemple pas d'alerte sur leur téléphone portable pour pouvoir fuir avant les frappes. C'est qu'il n'y a pas d'abri souterrain sécurisé dans lequel la population peut aller se mettre à l'abri. Ça, c'est quelque chose que vous avez pu observer en arrivant sur place avec les équipes? Alors ce qu'on a pu observer, c'est que durant 2 jours, l'armée israélienne
a procédé à des avertissements et cela est assez stressant pour les Libanais puisque sur les réseaux sociaux, ils voient apparaître ces messages du porte-parole arabophone de l'armée israélienne demandant l'évacuation complète de quartiers. Cela s'est produit notamment ici derrière moi, dans la banlieue sud de Beyrouth, l'évacuation de 4 quartiers entiers. Et pour faire une comparaison, c'est presque comme si la rive gauche de Paris devait évacuer en quelques heures. Cela a pris 8 heures pour évacuer près de 800 000 personnes dans cette banlieue sud. Et désormais, depuis 24 heures, il n'y a plus d'ordre d'évacuation. Les frappes se font sans avertissement préalable. C'est donc un signe qu'il y a effectivement une escalade dans ce conflit. Merci beaucoup, Yohann. Merci également à Ashraf Abid et Catherine Norris-Trent qui vous accompagnent.